Bienvenue à Fournay-Blanche-Roche, dans le Doubs, à quelques kilomètres de la frontière suisse. Marian, Lucas et Robert gèrent 110 vaches pour une production annuelle de 780 000 litres de lait avec une ration 100% herbe, sans fourrage conservé. Un lait d'exception destiné à la filière comté. Leur secret, une passion pour la génétique et le respect d'un cahier des charges de plus de 100 points de contrôle. Entre salons nationaux et vaches multi-récompensées, l'expertise est partout. De l'étable à la fruitière, on vous emmène découvrir les coulisses de cet or jaune. C'est parti pour une nouvelle immersion, les pieds dans les bottes. Bonjour Marian. Bonjour. Merci de nous accueillir. Avec grand plaisir. Donc tu nous reçois au GAEC des saveurs. C'est ça. Nous sommes dans le Doubs. C'est ça, exactement. Sur la commune de Fournay-Blanche-Roche. Et on est super content d'aller à la rencontre encore d'un client. Oui. Avec quand même pas mal d'expérience, puisque ça fait, tu me disais tout à l'heure, environ 11 ans que vous travaillez avec nous. C'est ça, exactement. Ça fait depuis 2015. Et donc on vient découvrir, une fois de plus, prendre des infos et surtout mettre en valeur un modèle d'élevage laitier assez atypique, Oui. qui porte beaucoup d'originalité, avec entre autres la volonté de livrer un lait d'exception pour faire du fromage d'exception, puisque nous sommes non seulement dans le Doubs, mais dans le cœur du pays de production Du comté. C'est ça, Voilà. exactement. Tu peux nous raconter un petit peu ton histoire, hein. Donc vous êtes 3 associés. C'est ça, donc 3 associés au GAEC des saveurs. Un GAEC qui avait été créé en 2008, 4 exploitations individuelles du village qui ont décidé de se regrouper. Ils avaient créé donc un bâtiment d'élevage pour regrouper les vaches. Et il y a eu des mésententes, on va dire. C'était un peu l'un des premiers gros GAEC qui se créent Dans le secteur. Voilà, donc pas spécialement marché. En 2011, il y a un associé qui est parti. On est arrivé de JA en 2014, qu'on s'est installé la même année. Très bien. L'avantage, c'est qu'on a pu ramener de la production, du lait, du droit à produire. Celui qui s'installe avec moi, il est resté que 2 ans, donc il a décidé d'arrêter le métier d'agriculteur. Et Lucas Chartier, le plus jeune des associés, était apprenti à cette période, il a pris la place. Ok. Et on est reparti comme ça. À la tête d'une exploitation donc à vocation à produire du lait. Voilà, uniquement laitière. Donc nous trayons à peu près 95 vaches. Ça fait 110 vaches au total sur l'exploitation. 780 000 litres de lait pour la production de lait à compter. Ok. Donc à la fruitière du village à côté, grand comme des bois. Très bien. En race. Montbéliarde uniquement, puisque le C'est comté historique. n'autorise que la Montbéliarde ou la cimentale française. Et nous, on est uniquement à Montbéliarde. Hormis les croisés, pour la génétique qui ne nous intéresse pas, les vaches qui ne nous intéressent pas, qu'on croise un peu en bête de viande, Ok. pour avoir une meilleure valorisation des veaux, mais qui partent à 15 jours de toute façon. Et qui partent à 15 Voilà, jours. exactement. Ok. Alors, outre cette passion à produire du lait, je crois qu'il y a aussi une autre passion dans cet élevage autour de la génétique. Ah oui, on essaye. Tu peux nous parler un petit peu? Et j'ai eu la chance d'avoir des maîtres de stage et des maîtres d'apprentissage qui étaient passionnés de génétique, Ouais. qui m'ont pas mal transmis leur passion. Voilà. Je suis tombé dans le monde des concours assez jeune. Et puis c'est vrai que concours génétique, c'est l'un va avec l'autre. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Ouais. Autant pour la satisfaction personnelle que l'aspect un peu de pouvoir sortir des animaux, essayer un peu de faire quelques manifestations à droite à gauche avec nos animaux. Ouais. Ouais, puis montrer au grand public toute la diversité des races. Aussi, ouais, c'est toujours intéressant déjà de pouvoir parler avec d'autres passionnés et puis des fois aussi de voir un peu du grand public, comme par exemple à Paris ou tout ça. Vous avez eu l'occasion de 3 présenter fois, des ouais. animaux à Ouais, Paris? 3 fois à Paris, ouais. Une expérience exceptionnelle, hein. C'est vraiment le Graal, hein. Paris, pour un éleveur, c'est le summum. Tout ce qui est concours cantonal, donc le comice, concours départemental, donc vache de salon à Besançon, et puis après le concours national à Montbéliard, donc la foire comtoise qui se tient à Besançon, donc Montbéliard Prestige. D'accord, qui est donc ça fait un sacré planning sur l'année. Ouais. Plusieurs rendez-vous. Ouais, il y a des années Il faut chargées. gérer, puisque les concours, c'est forcément beaucoup de préparation. Oui, voilà. Hein, on n'y va pas pour juste y figurer, Non. on y va pour performer. Non, il y a vraiment, il y a beaucoup de boulot en amont, mais après voilà, c'est vraiment une passion de tous les jours, hein, finalement. Mais c'est une passion. Avec cette belle introduction, on a vraiment envie de rentrer dans ton élevage. Eh ben venez. Et tu vas nous faire vivre votre expérience du quotidien, vos choix, et il y a beaucoup de belles innovations dans cet élevage. Pour ce reportage, les pieds dans les bottes, c'est la première expérience où on a l'opportunité de faire une vidéo de filière. Hein, on démarre au champ, on va forcément faire le focus sur votre troupeau. Exactement. Et de votre organisation, et puis derrière, dans la continuité, il y a la valorisation. Voilà, on ira voir à la fromagerie, donc Voilà. à la Donc fruitière. tout ça dans un cahier des charges Très réglementé, ouais. réglementé Ouais. que vous définissez entre les producteurs et Le CGC, l'interprofession. Ouais. L'interprofession. Voilà, exactement. Voilà. Qui crée le cahier des charges et puis après à nous de nous y tenir. à l'échelle de votre coopérative. À l'échelle de notre coopérative, donc il y a 11 exploitations, donc 11 tanks à ramasser pour 19 exploitants au total. Donc sont compris là-dedans les GAEC, voilà, les exploitations, il y a plusieurs personnes qui travaillent, Ok. comme nous. Ça représente un volume annuel de 3,5 millions. 3,5 Plutôt une millions. petite coopérative. donc transformer 100%. Voilà, Ok. transformé donc dans nos ateliers en comté. Ok, on a le tank là juste derrière nous C'est ça. pour collecter le lait de la production du jour. Comment vous êtes De organisé la en termes de journée, ouais. collecte? Alors ils viennent tous les soirs. Chez nous, ils viennent sur le coup des 23 heures. Ok. Donc ramassage tous les jours. Donc tous les sur soirs. les 11 exploitations, Exactement, c'est ouais. ramassage pour tout le monde le Oui, soir. tous les soirs, ouais. Et donc le lait collecté le soir est transformé
transformer le matin très tôt. Dès le lendemain. Voilà, c'est ça. Ok. Donc stockage à 12 degrés maintenant du lait. Historiquement on était à 4, on est passé à 12. Un choix de l'interprofession, c'est pour vraiment que le maximum de goût, d'odeur, d'arôme se développe et que la flore du lait soit vraiment la plus optimale possible. Pasteurisé, arrivé à la laiterie? Non, jamais. Tout en lait cru. Tout en lait cru. Ok. Exactement. Parfait. Allez, on continue. Donc là, on arrive dans la salle de traite. Oui, voilà. Qui date de 2008. Historiquement 2x8, qu'on a repassé en 2x10 en 2015. Donc juste on a rajouté 2 postes. Ok, donc traite par l'arrière. C'est ça. Et vous êtes 2 à la traite? Non, plus maintenant. Plus maintenant? Historiquement, on travaillait toujours à 2. Donc chacun préparait 5 vaches, on recommençait. Et on a acheté un chien électrique il y a 4-5 ans de ça. Au fond de l'air d'attente. Voilà, parce qu'en fait, on s'était rendu compte qu'on passait plus de temps à faire monter les vaches dans la salle de traite qu'à traire. Et le problème, c'est qu'on allait les chercher, on les met en mouvement, elles arrivaient. Tous les coups, elles nous posaient une bouse dans la salle de traite, donc on les arrêtait. Et puis, le problème aussi, c'est qu'en fait, finalement, on se rendait compte que suivant qui c'est qu'allait les chercher, les traites, ça allait pas. En fait, finalement, on mettait beaucoup trop de temps à pousser les animaux par rapport à la fête de traite. Donc, on a décidé d'investir dans un chien. On était un peu sceptique au début parce qu'on voulait vraiment garder du calme en salle de traite. C'est vraiment le thème, nous, c'est faut que le boulot se fasse calmement. Et en fait, ça va super bien parce que c'est tous les jours pareil. Elles s'y sont bien habituées. Il n'y a pas de courant dedans. Ça donne le rythme. Voilà, exactement. Et au moins, celui qui traite, il traite. Ok, donc il n'y a plus qu'une personne. Une personne assure la traite, ouais. Et qui met. Puis il faut 1 heure pour passer 80 vaches. Ouais, c'est un bon rythme. Ouais, ça va vraiment bien, ouais. Donc la traite démarre le matin 6h moins 20. 6h moins 20. Voilà. Waouh, vous êtes des lève tôt. Ouais, c'est le matin qu'on fait le boulot, comme on dit. Mais 6h moins 20, on commence de traire le matin. Donc à 7h, c'est fini. 7h, c'est fini. Le temps de faire le lavage. Par contre, on lave à 2. Un qui s'occupe de la partie vraiment inox, quai au jet. Très et bien. puis un qui fait tous les griffes à la main avec une brosse. Et puis donc ça, on y tient parce qu'en fait, on se partage la traite avec Lucas, mon associé. Donc moi, je traite le matin, lui, il traite le soir. Donc ça permet déjà que tout le monde voie les vaches. Ok. Puis ça permet, on a gardé l'idée de pas faire une journée sur 2, mais vraiment chacun sa traite. D'alléger l'astreinte. Et puis c'est surtout comme ça, on a bien nos repères, chacun les nôtres. Et en fait, de se dire que par exemple, on lave plus le soir, ça voulait dire que moi tous les matins, je traite dans une salle de traite moins propre. Enfin, ça allait pas. Donc, On sent la volonté d'être très organisé pour donner de l'efficacité à son travail. C'est les compteurs à lait qu'on voit là? oui, compteur à lait donc officiel, décrochage automatique. Et par contre, on voit pas de tuyauterie, pas de pompe à lait. Ah non, tout le lactoduc est sous cave. Tu nous montres ça? Bien sûr. Allez, on descend à la cave alors. Pas pour boire un verre, mais pour voir ton installation On peut aussi. collecte du lait. On peut aussi. Donc voilà, toute la machinerie se situe à la cave. Au sec. Au sec. À l'abri de l'humidité. Voilà, de la saleté aussi des vaches. Ouais. L'autre avantage, bien sûr, c'est le bruit, puisque tous les pulsateurs se trouvent en dessous. Très calme. C'est au-dessus. extrêmement calme au-dessus, donc toujours dans la même idée, objectif du calme. Vraiment être très très calme dans les animaux, pas trop de bruit, enfin voilà, que ce soit vraiment des moments agréables. Et puis l'autre avantage qu'on a aussi, c'est que c'est un endroit hors gel, vu qu'on est très très Eh oui. sujet au Parce que les froid. températures l'hiver peuvent descendre. Extrêmement bas, là on a eu 4 jours à moins 21 dans le bâtiment. Là. Waouh. Donc une grande attention à porter à la protection des réseaux. Exactement, voilà. Pour ne pas être victime Du gel, de ouais. dégâts. Ouais. Là l'avantage c'est qu'ici, on sait que ça gèle jamais, quoi. Très bien. Bravo pour y avoir pensé, puisqu'il suffit d'y penser au départ. Bravo, conçoit. bravo aux anciens du coup parce qu'ils ont créé le bâtiment avant que moi j'arrive, donc ils ont eu une superbe idée. Puis c'est vrai qu'ils avaient eu une conception un peu avant-gardiste du bâtiment et vraiment ouais, chapeau, ils ont pensé à des super choses, quoi. Les inox sont nickel, mais Oui. pourtant ça commence à dater un petit peu. Ouais. Et il y a une petite astuce là que m'a partagé ton associé là tout à l'heure, Lucas. Oui. C'est que vous utilisez en plus un produit de chez Vital, donc j'en profite Oui. pour faire la pub. C'est ça. Qui à la base n'est pas prévu pour ça, mais c'est super intéressant. Il m'a dit le Clean Clean Truck, exactement. Pour 2 faire fois les par inox. semaine. Oui. Donc vous pulvérisez le détergent Clean Clean Truck, Truck. c'est ça. Un rassage après. Voilà, un petit coup de brosse si besoin, un Un petit brosse si rinçage. besoin. C'est juste nickel. On a l'impression que les inox sont C'est vrai qu'on avait essayé plusieurs produits, parfois des concurrents, parfois on avait essayé aussi le Clean Habitat. Habitat, Ouais. mais qui laisse pas un aspect aussi brillant que le Clean Truck. Ouais. Et puis il est tombé qu'un coup on était en rate du produit qu'on utilisait historiquement Ouais. pour les inox. Ouais. On avait du Clean Truck. Ouais. Je trouvais que c'était Vous avez vraiment fait. ça. J'ai dit tant pis, on met ça, on verra bien. Et puis c'est ressorti, Bravo. nickel. J'ai appris une belle astuce. Ouais. Alors au début de la présentation, tu nous as bien précisé que le cahier des charges compté était très réglementé et c'était d'autant plus nécessaire que vous livrez donc le lait bien sûr tous les jours en lait cru. On l'a cru, oui. Donc, j'imagine qu'il faut apporter beaucoup d'attention sur les protocoles d'hygiène, je pense, Tout à fait, oui, pour tout à arriver fait. à un résultat d'excellence en fait. Exactement, déjà parce que c'est une obligation pour la filière. Après nous, on a encore par-dessus des exigences en plus, dans le sens où on veut vraiment du lait le plus propre possible, Oui. aussi bien en analyse que dans la façon de le trait. Oui. Donc en filière comté, on a interdit de nettoyer les trayons avec des lavettes désinfectées Ok. ou avec des produits moussants. Déjà, pour essayer de limiter les problèmes, on paille beaucoup les logettes. Ça nous permet d'avoir des animaux déjà propres à la base. Et puis après, on a choisi papier à sec individuel. Ok. Donc avant, historiquement,
on était en lavette. Le problème, c'est que 5 mois dans l'année, quand il fait froid, l'aspect humide sur les trayons, on avait beaucoup de soucis de trayons un peu gercés. Donc maintenant, papier directement, à sec, un papier par vache. Je l'ai vu quand on faisait la présentation tout de suite et je l'ai même reconnu puisque ça fait partie des produits historiques de l'entreprise, l'agro-pepper. Voilà, on est des gros consommateurs d'agro-pepper avec des stocks assez importants. Et donc en fin de traite en fin de traite, un produit de trempage, qu'on change, qu'on alterne matin et soir. Donc 8 taillots de care le matin, lacti trempe le soir. Voilà. Pour assurer à la fois un effet filmogène. C'est ça, tout en gardant l'aspect d'avoir des beaux trayons bien souples et une belle peau. Et donc en alliant l'aspect cosmétique. C'est ça, exactement. Super. Donc là, Marian, on arrive dans la stabulation. C'est ça. Un bâtiment qui semble assez récent. Eh ben, il est de 2008, voilà. Il est de 2008 ? Oui. Waouh. Et dis donc, c'est bien conservé. Structure charpente lamellée-collée. C'est ça. Charpente bretonne. Charpente bretonne. C'est un bâtiment EMG. Ils sont partout, ces Bretons. Ils sont partout, ces Bretons. Qui avait été pensé avant tout pour des bonnes ventilations d'air dans le bâtiment. Ouais, et du volume. Et du volume. Donc après, on va dire un bâtiment relativement simple, caillebotis au cornadi, qu'on nettoie avec un petit robot. Logette sur matelas paillé, avec un racleur à cordes qui pousse le fumier tous les 2 heures. Et puis, box de vélage, enfin voilà, quelque chose de ça. En tous les cas, l'ambiance est juste très agréable. C'est ce qu'on veut, absolument. C'est pour ça que même en période où il fait pas spécialement beau, n'hésite pas à laisser des portes ouvertes. Et après, fêtière ouverte aussi, qui permet à l'air de bien sortir. Très bien, donc quelques vaches au cornadi, une ration qui m'a l'air d'être assez exclusivement de l'herbe, c'est-à-dire du foin. C'est ça, foin regain, exactement. Foin regain. Voilà. Donc qui est récolté sur l'exploitation. Tout à fait, entièrement, séché en séchage solaire depuis 2021. Très bien, tu vas nous montrer ça après. Tout à fait. Ça m'intéresse. Et puis distribué à la mélangeuse. À la mélangeuse. Il est un peu coupé. Oui, on le coupe assez fin quand même. Objectif 4-5 cm. Donc l'idée, c'est de garder quand même un aspect bien fibreux, mais une ingestion maximale. C'est un foin qui fait à peu près quelle valeur, juste comme ça Alors celui-là, on avait réussi à le sortir à 0,9 UFL. Ah, quand même. Oui, le premier. Pas toute la. Et la première coupe, c'est à partir de La première coupe l'est passée, on était extrêmement en avance. On a pu la faire autour du 20 mai. Ce qui est très rare chez nous, parce que nous, quand on arrive à attaquer début juin, c'est vraiment bien. Pour la première coupe. Pour la première coupe. Donc, sachant que nous, du 1er novembre au 1er mai, les vaches, c'est fini, elles pâturent plus, elles sont dedans. Le froid, les conditions météo, faut qu'on peut plus. Combien de coupes Alors, l'année passée, on a réussi à en faire 4 sur certaines parcelles. La moyenne, ça serait plutôt quand même 2, en règle générale. Et sur certaines artificielles, 3, maintenant, on y arrive quand même assez souvent. Et donc, en complémentation du foin séché dans la grange qu'on va avoir tout à l'heure, donc des DAC. Oui, donc il y a 7 stations de DAC. 7 stations. Donc 7 stations de DAC pour. 7 stations de 2 places. Donc, non, 7 stations totales. Au total. Donc 3 stations doubles, une station seule là-bas. Donc en fait, on met assez de stations parce que vu que l'été, les vaches pâturent, il faut qu'elles puissent quand même passer rapidement au DAC pour que quand ça ressort, tout le monde soit passé au DAC. Donc l'objectif, c'est ça. Et puis, donc ça pâture Ça pâture à peu près du 1er mai, comme je disais, 1er mai, 1er novembre. Donc vous avez d'importantes surfaces autour du site. Oui, on a 45 hectares maintenant pour le pâturage et puis 27 derrière. Donc l'idée, c'est que toute la partie derrière le bâtiment, vu qu'il n'y a pas de route, il n'y a rien, on a 6 parcelles parce qu'on fait du pâturage tournant jour et nuit. Donc il y a 6 parcelles et les vaches peuvent aller accéder comme elles veulent et surtout elles peuvent revenir comme elles veulent. Donc dès qu'il pleut, dès qu'il fait mauvais, dès qu'il fait froid. Donc vous gérez les paddocks à la journée ou 2 jours? La journée, les paddocks de jour, c'est des petits paddocks qui sont prévus pour 2 repas et les paddocks de nuit sont prévus pour 4 repas. Très bien, donc ce qui est quand même une logique d'intensification. Voilà, du l'objectif, pâturage. avoir toujours de l'herbe fraîche, avoir toujours de l'herbe de qualité pour faire le maximum de lait possible. En fait, le foin, l'hiver, il n'y a pas trop le choix. Le foin l'hiver, il n'y a pas du tout le choix en fait, puisqu'on n'a pas le droit aux aliments fermentés, on n'a pas le droit aux aliments ensilés. C'est le cahier des charges compté. Exactement, voilà. Donc aliments foin sec, donc foin regain, un peu de 3e coupe. Et puis après, c'est pour ça qu'on joue beaucoup sur la qualité de l'herbe, donc les prairies artificielles, pour vraiment amener le foin de meilleure qualité possible aux vaches. D'accord, donc vous êtes sur des prairies que vous implantez pour quelle durée à peu près? Alors on fait des mélanges quand même assez longs, donc on essaie de semer quand même souvent du 5-6 ans. Du 5-6 ans. Oui, parce que... J'ai vu les sacs tout à l'heure en arrivant. Après on fait beaucoup de sursemis. Donc, beaucoup de sursemis? Oui, beaucoup de sursemis. À quelle période de l'année? Donc on essaie d'y aller à peu près mi-avril. Mi-avril. Un peu plus tôt, c'est trop dangereux que le gel. Et puis plus tard, on le retrouve vraiment trop longtemps dans la saison parce qu'il y a déjà trop d'herbe. D'accord. Avec quel type d'outil? Alors on a un Eva, donc c'est une machine à dents devant, et puis un semoir à la volée avec un gros rouleau pied de mouton qui travaille derrière. Et puis les résultats sont très très bons. On essaye de faire à peu près 30 hectares par an, c'est quand même un coût. Donc là-dedans, on privilégie tout de suite les hectares
hectares qui auront été touchés par les souris, donc les mulots, Ouais. un vrai problème chez nous. Ok. Et puis après, on fait tout un peu, on essaie de faire un tournus à peu près de tous les artificiels qui commencent un peu à moins donner. Oui. Si on n'a pas le temps de les retourner, parce qu'elles ne sont pas encore dans notre rotation, et ben on les passe au sursaut. Renouveler la flore, en Exactement. particulier les légumineuses, C'est ça, ouais. qui apportent de la protéine. Tout à fait, Ensuite, exactement. pour faire des bons foins. Ok, donc tout sur caillebotis intégral, Non, que au cornadi. Juste au cornadi. Ouais, voilà, là-bas c'est raclé, béton raclé. béton raclé. Ouais. Donc tapis, Tapis dans les logettes. Oui. Ben, la logique Et c'était. l'entretien avec la paille. Voilà, oui. Donc en fait, on achète 100% la paille, mais on n'en produit pas du tout. Vous ne produisez pas de céréales Non. sur l'exploitation. On fait 9 hectares de triticale, mais qu'on fauche en immature. Ok. Voilà, qu'on rentre dans la ration des veaux et des genisses. Donc on n'a pas de paille. Donc ça représente entre 12 et 13 semis de paille par an. Ok. Mais du coup, le choix était de faire beaucoup de paille parce que le fumier nous intéresse beaucoup. Et surtout parce qu'on veut absolument avoir des animaux propres. En arrivant chez vous, j'ai vu dans pas mal de parcelles des andins de fumier. Oui. J'ai l'impression qu'on essaie aussi d'être dans une logique de valorisation des fumiers et de faire des bons composts. Tout à fait, exactement. Oui, donc ici, on est des zones où les gens font beaucoup de fumier parce qu'il y a beaucoup d'élevage. Ouais. Et donc il y en a beaucoup qui pendent le fumier au printemps, donc compostage et pendage printemps. Tout à l'heure, tu nous disais que votre volume à produire, en fait, plafonné à 780 000 litres par an, C'est ça. C'est un sacré jeu d'équilibriste quand même de maintenir ce niveau de production, non seulement année après année, avec tous les aléas du climat, de la qualité des fourrages, et puis sur une année, il peut y avoir aussi forcément un effet de saison, Bien sûr, avec oui. une capacité à produire plus de lait au printemps qu'en hiver. Donc, comment vous gérez en fait cette déjà- variabilité sur l'année? Déjà, vélage toute l'année. Ok, étalé toute l'année. Voilà. Oh. Ça fait aussi partie des règles du cahier des charges. Ok. Il est interdit, normalement, théoriquement, doit s'engager à livrer à peu près tous les jours pareil. Donc le fait d'avoir des vélages toute l'année nous le permet déjà. Et puis après, en fait, l'idée, c'est qu'on essaye de faire le maximum de lait, qu'on va dire, économique, donc le lait d'été, puisque l'herbe est suffisamment riche pour faire un paquet de lait sans trop donner Sans d'aliments. trop complémenter. Et puis après, en fait, c'est souvent la mise à crèche qu'on commence un peu à caler notre production. Donc en sachant que c'est soit en donnant pas trop d'aliments si on est en avance, Ouais. soit en donnant un peu plus, en complémentant un peu plus si par contre on serait un petit peu en retard. Et puis sinon, comme cette année, on a carrément vendu beaucoup d'animaux, quoi. Beaucoup d'animaux. 28 vaches depuis le mois de novembre, ouais. Ok, et j'imagine que ça a été le cas chez les autres adhérents à la coopérative. Oui, cette année, vu que le fourrage était de bonne qualité, l'année a été très belle aussi en pousse de l'herbe, donc c'est vrai que tout le monde s'est retrouvé avec bien assez de lait. Donc après, c'est tout un jeu de vendre, de regarder jusqu'à combien on peut monter, de vérifier que tout se tienne bien aussi. Complètement. Et il y a aussi un enjeu en fait en lien avec le renouvellement. Ah tout à fait, oui. Il faut être en capacité de réguler le volume ou le nombre de génisses à préparer pour venir intégrer le troupeau, considérant qu'il y a des périodes où vous en sortez un peu plus que d'autres. C'est ça, et puis après, c'est là où on y retrouve tout notre intérêt de faire un peu des concours, c'est que la valorisation des genisses est beaucoup plus simple, on va dire. Ouais. Dans le sens où maintenant qu'on vend beaucoup de genisses, ça fait quand même pas mal d'années qu'on élève plus. Ok. Donc ça, c'est vraiment un aspect génétique, puisqu'on se permet de garder les meilleurs individus. Génisse pleine. Génisse pleine, et après, en fait, on vèle tout maintenant, quasiment tout. Et après, on se permet de trier, donc celles qui nous intéressent vraiment bien, et on vend les autres. Et du fait qu'on en vende beaucoup et tout le temps, on va dire que maintenant, on a à peu près nos clients. Donc vous élevez beaucoup de génisses. On élève beaucoup de genisses. On va aller voir les génisses. Bien sûr, venez. Donc là, Marion, on arrive, je crois, dans la dernière réalisation du GAEC, C'est ça. Donc bâtiment génisse plus séchage solaire. avec donc la double activité sous le même toit. Voilà. Donc l'idée Explique-nous le projet. c'était en Donc il date de 2021. Donc la création, enfin les plans, la conception. conception a été faite en 2020 et on a commencé de le construire en 2021. Donc l'idée c'était que nous on avait 2 autres sites où il y avait les genisses. C'était compliqué parce qu'on faisait beaucoup de routes. Ok. On commençait à avoir des bâtiments vieillissants. On était en système balle ronde. Perte de temps, beaucoup de temps sur la route, mauvaise surveillance, et puis des bâtiments beaucoup trop serrés, beaucoup trop petits. Puis toutes les granges commençaient sérieusement à montrer des signes de faiblesse. Donc on voulait soit ramener les genisses, soit ramener le foin au moins vers les vaches au début. On a bien vite compris que le projet n'était pas cohérent parce que le fait de ramener soit l'un soit l'autre gagnait pas plus de temps que ça. Ouais. Donc l'idée était venue de partir sur un bâtiment pour au moins ramener le foin avec une casquette pour les genisses. Ok. De fil en aiguille, on a dit on va carrément se donner les moyens de tout faire d'un coup. Donc séchage solaire, comme ça on n'y reviendra plus jamais. Un vrai bâtiment à genisses, pas simplement un petit appentis. On en avait profité pour remettre la pailleuse puisque à l'époque les taux d'intérêt n'étaient pas du tout comme maintenant. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on avait un peu façon de parler bourré pour le faire et on a Vous avez sacrément profité bien de fait. l'opportunité. Exactement. Vous séchez quelle quantité à peu près de foin à l'année? On a 4 cellules qui sèchent, donc à peu près 550 tonnes de foin à l'année. Ah oui. Et puis on est de l'ordre de 250-300 tonnes suivant les années de 2e, 3e, 4e coupe. D'accord. Voilà. Donc en Ok. fait, ce qu'on fait, c'est qu'on
on utilise vraiment toute la surface du bâtiment pour sécher. Dès que c'est sec, on gerbe sur une cellule, on monte jusqu'au plafond, donc à peu près 13 mètres de haut. Ok. Et on recommence pareil pour toujours être vraiment tout en bas des cellules pour pouvoir sécher le maximum. Combien de cellules? 4. 4 cellules. 4 cellules. Et donc ventilées par un ventilateur? Chacune un ventilateur, Chacune a un ventilateur. sauf la première cellule et la deuxième qui se partagent un ventilo. Donc c'est pour ça qu'on gerbe vite sur une cellule, parce que comme ça on condamne une cellule que le ventilateur en a plus besoin. On peut aller voir Bien sûr, venez. le séchage? Bien sûr. Donc là, on va arriver au local à ventilateur. Là, on prend vraiment de la hauteur. Là, on est à quelle hauteur? Ouais, quelle vue sur les cases à Genisse. C'est ça. Donc elles sont toutes là. Elles arrivent dans ce bâtiment à quel âge? Elles arrivent ici à 8 mois. Et donc dans ce bâtiment, on a fait le choix de plus leur donner d'aliments. L'idée c'est... Que du foin? Que du foin, oui. Elles ont du foin de séchage, donc de bonne qualité. Et puis en fait, le cahier des charges nous limite à 1,8 tonne d'aliments par vache par an. Ok. Et 500 kg par UGB génisse. Donc en fait, nous, vu qu'on a fait le choix de soigner plutôt fort les petites génisses de 0 à 8 mois, on avait du mal à tenir les 500 Aller chercher kg. les croissances au départ et Voilà. ensuite... Exactement. Et une fois que les pans sont faits, et ben avec le foin, c'est parti. Ok, et donc on arrive sur un vélage, à quel âge en moyen? 27 mois. Ouais, 27 mois, ouais. Donc voilà, le local à ventilo. Donc on retrouve nos 3 ventilateurs alignés donc, pour 3 cases. C'est ça, donc celui-là est réparti pour faire 2 cellules. Et puis après, ben, le collecteur d'air arrive ici, d'où la sensation de froid qu'on sent bien là. Ok, donc là on vient collecter Voilà. l'air qui circule entre la tôle bac acier et le faux plafond OSB Exactement. et qui est pompé en bout de bâtiment. C'est ça, sous le pignon du bâtiment. En Que fait, d'un côté? des deux côtés. Des deux côtés. L'entrée se fait le long des pignons. Ok, et se répartit. Voilà, la derrière, chaleur, en fonction des donc besoins. l'air se réchauffe sous les tôles. Chaque ventilateur. Et l'aspiré ici, et puis après les ventilateurs les renvoient sous le foin. Ok, donc on est sur un grillage, j'imagine, en fond de c'est ça. cellule, Oui, un oui. petit peu treillis béton, Treillis béton. 1 mètre à peu près de hauteur. 50 cm au milieu, 80 cm à l'arrivée des ventilateurs, D'accord. pour que vraiment il y ait une diffusion de l'air optimum. Ok, et donc ton chantier de récolte de foin, donc imaginons t'as coupé ce matin, Oui. les conditions sont bonnes. Oui. Comment ça se déroule après? Objectif, le minimum de passage possible pour garder La valeur. le maximum possible de fleurs, de plants, enfin de tout ce qu'il y a de bon dans la plante. Donc l'idée là, c'est si on a fauché ce matin, on irait pirouetter sur le coup des 11h, Ok. 11h30. Si vraiment il y a une énorme quantité et puis qu'on voit qu'on n'a pas réussi à homogénéiser la répartition du foin, peut-être un deuxième coup de pirouette à 14h, mais c'est vraiment très rare. Ok. Sinon, dans l'idée, ça serait un coup de pirouette à 11h, 16h, un coup de pirouette mais rattroupage d'andins. Donc ok. on ratroupe les andins. Le lendemain matin, 11h, un coup de pirouette, Ouais. 14h andineur, 16h, on rentre dans la grange. Le lendemain. Le lendemain. D'accord, et en général, vous rentrez le fourrage à quelle matière sèche? Alors on essaye quand même de rentrer du fourrage, on va dire 20%, enfin 20% d'humidité plutôt, ouais, pas matière Donc sèche. 80% de matière 80% sèche. de matière Ah sèche. ouais, il est déjà bien sec. C'est vraiment aléatoire parce que Ouais, suivant s'il la est déjà brise, le 70, vent, voilà. à mon avis. 70, ça dépend un peu. Vraiment, Ok. c'est assez aléatoire. Ouais. Et pour l'emmener à 90-95% de matière sèche, il faut combien de jours à peu près en Alors là, grange? ça peut aller du simple au triple puisque vu qu'on n'a pas des humidificateurs, on est 100% tributaire de la Ouais. météo. Ouais. L'année passée, après, c'est vrai qu'on a plutôt tendance à laisser longtemps les ventilateurs pour pas avoir de mauvaises surprises. Ouais. Parce qu'une année, on avait voulu couper un peu plus tôt parce que voilà, on pensait faire du bon boulot et puis le tas n'avait pas réchauffé, mais n'empêche qu'on avait quand même bien senti que C'était limite. ça repartait. De toute façon, minimum, le ventilateur il va tourner au moins 15 jours minimum. Ok. Donc là-dedans, il y a la première partie où il tourne 48 heures à fond, à 100% de sa capacité. Et après, on a mis des variateurs de fréquence qui gèrent en fonction de la qualité de l'air. Donc c'est la qualité, c'est-à-dire l'humidité, la température. Et la température, ouais. Qu'on voit plus ou moins de pression dans le foin. Et puis- la température dans la cellule, j'imagine. Exactement. Et puis après, avec l'humidité. un système de sonde, on arrive à voir la pression qu'il y a sous le foin. Oui. Donc en fait, ça nous permet ça déjà de voir si le foin sèche ou pas. Parce que si la pression reste très élevée, c'est que l'air passe pas, donc il y a un souci. Tout à fait. Ou à l'inverse, de trouver une cheminée. Si par malheur, il y a plus de pression, c'est que l'air a réussi à trouver une cheminée. Ok. Et là, il faut vite aller résoudre le problème. Donc il faut être présent. Il faut être présent, oui. hein, C'est vrai et que... bien surveiller tous les paramètres Voilà. qui vous permettent d'assurer un séchage, l'idéal le plus vite possible. Tout à fait. Ce qu'il y a, c'est vraiment ça. C'est qu'en fait... Ça dépend de la météo. C'est la météo qui joue tout, mais c'est pas parce que c'est dans la cellule que c'est gagné. Il faut vraiment bien surveiller son tas, faut aller le voir assez souvent. Ok, Et puis de la surveillance. très bien. Et donc là, on est en train d'acheter une caméra thermique là, pour pouvoir surveiller le cours de foin depuis le dessus. Pour vous assurer encore Voilà, un peu plus. comme ça on aura vraiment une idée sur tout ce qui se passe dans la cellule. Et puis surtout là où on va gagner quelque chose, c'est qu'on pourra couper les ventilateurs au bon moment. Dans le sens où là, je pense qu'il y a des fois où c'est sec, puis nous par Mais vous sécurité montez on laisse toujours. tourner, Ouais. puis on dit tant pis, on prend pas de risque, et puis en fait on pourrait les couper. Ok.
Bon, moi, je serais bien intéressé de prendre encore un peu plus de hauteur et d'aller voir tes cellules Eh ben, de séchage allons-y. et la griffe et la fameuse Allons-y. griffe. On dirait un petit toboggan. C'est ça. C'est quoi? Oui, on pourrait dire un toboggan, c'est pour charger notre pailleuse. La pailleuse qui est juste au bout. Exactement, ouais, ok. voilà. Donc en fait, à la base, c'était fait pour qu'on pose la botte par terre. Donc un big. Voilà, une balle carrée, et qu'on leur pousse avec la griffe dans la pailleuse. Enfin, c'était pas pratique, ça nous plaisait pas. Ok. Donc on a eu l'idée, avec mes associés, de faire un système pour qu'une fois que la botte soit ici, on puisse y enlever les ficelles, sauf une, Ok. qu'on la pousse dedans. Donc fallait trouver la pente pour qu'elle reste à peu près coincée. Le temps d'enlever les ficelles. Voilà, mais qu'on puisse quand même à la main la pousser, parce que sinon À il n'y la a plus main d'intérêt. À la main, ouais. Et donc du coup, c'est ce qu'on fait maintenant. On enlève toutes les ficelles sauf une, on la rentre dans la pailleuse, Excellent. et puis après, on a refait un petit système Donc tout vous, simple. vous la poussez à la main, Voilà. vous mettez en route la pailleuse, On tire avec que le les barres, tapis. hein, l'amènent vers le fond. C'est ça. Ok. On enlève la dernière ficelle, et puis s'il ne se retrouve au-dessous puis qu'on n'arrive pas à l'enlever parce que ça coince dans le tapis, Oui. et ben on la coince avec le mousqueton, on Bravo. s'en va avec la pailleuse, la ficelle reste. Bravo. Ouais, tout simple. Hein. Voyons, quelle ingéniosité que vous avez. Et la pailleuse après qui C'est paille ça. tous les Tous les matins, un passage. un passage. Donc après, Un big tous les jours. ouais, ça peut monter jusqu'à une botte et demie si vraiment il y a eu des génisses à chaleur puis qu'on a un box Ok. qui est très sale. D'où l'intérêt encore du toboggan, c'est qu'en fait théoriquement il y a toujours une botte dans la pailleuse plus une en attente. Ok. Comme ça, celui qui vient pailler le matin, il est jamais à remonter à la griffe, il perd pas de temps. Très Il bien. paille, il peut recharger, il peut repartir. Encore un petit détail d'organisation qui fait la différence sur une journée. Ok, oh, on arrive juste sous le fêtage avec ce grand rail qui supporte la griffe. C'est ça, L'outil exactement. qui travaille toute l'année. Ah ben c'est un outil qui travaille toute l'année, oui effectivement. Autant l'été pour tout ce qui est récolte du foin que l'hiver on charge la mélangeuse avec. Ok. Donc mélangeuse pour les génisses, mélangeuse pour les vaches, plus amener de la paille pour la pailleuse. Ok, donc vous arrivez avec la cellule de déchargement qui est au centre. C'est ça. J'aperçois le Exactement. filet là-bas. Et puis donc de la cellule qui est au centre, donc vous vous répartissez sur les 4 cases. Tout à fait. Très bien. Et donc dans cet espace-là, vous stockez 550 tonnes de foin. Tout à peu près. voilà. Donc là, il faut bien s'imaginer que à peu près, grosso modo, le 15 septembre, il y a du foin jusqu'au plafond partout. Bravo, c'est optimisé. Ah ben là, on en met partout. L'idée, c'est que beaucoup de gens nous l'avaient dit. On avait un peu du mal d'y croire, mais maintenant qu'on a goûté au vrac, on est vraiment pas trop content quand il faut remonter sur la presse. Donc tout ce qu'on peut faire en vrac, on le fait en vrac. Ouais. Ouais, bien sûr. Parce que ça change quand même la vie. Hein. Tu nous montres rapidement comment ça marche, hein? Bon, allez-y, je vous en prie, essayez. Ah non. C'est tout simple. Oh, ok. Donc l'avantage, c'est qu'on a pu mettre le poids de la mélangeuse dessus. Comme ça, on est quitte de ce qu'on voit tous les sens. Ok. Puis après, donc ben, il y a un peson Ouais, sur la mélangeuse, ouais. qui s'affiche ici. Voilà, c'est ça. Ok, donc pas besoin de descendre pour savoir s'il y a le bon poids. Parfait, donc après c'est le jeu de Voilà, marche avant, marche arrière, du bon celle-ci. équilibre. Ok, là, Ouais, ça c'est la lumière. On vous embauche pour les foins. ça marche tout seul. On a combien de cases dans le bâtiment? Donc là, c'est réparti en 5 cases. 5 cases, donc par catégorie d'âge. C'est ça. Donc là, on commence par les plus jeunes. Voilà. Donc elles sont arrivées ici à... Et ben celle-ci, par exemple, elle est arrivée il y a 15 jours. Ok, Donc c'est vraiment la plus petite. très bien. Donc voilà, elle a tout juste 8 mois parce qu'on était un petit peu en sureffectif là-bas au-dessus. Elle a même pas 8 mois celle-là. D'accord. Et donc elle est passée à la ration 100% foin. Elle est passée en ration 100% foin. Ok. Dans la phase d'acclimatation, au nouveau régime alimentaire, il n'y a pas de décrochage? Ça dépend. Sur les croissances on l'avait un peu plus repéré l'année passée que le foin était vraiment de qualité moindre. Oui. Cette année, c'est vraiment moins évident. Non, cette année, ça va beaucoup mieux. Et donc, pour la partie reproduction, comment vous êtes organisé? Eh ben, depuis quelques mois, on a un Sensub, donc un détecteur de chaleur pour les bien. génisses. Ok. Sinon, on part du principe à peu près que 15-16 mois, on assimile. Ok, donc à partir de quel âge vous mettez les colliers? Eh ben, on en a que 20 de colliers. Donc les colliers, on les met, on va dire, plutôt sur les bêtes à problème. Soit celles qu'on n'a pas vues, Ah. soit celles qu'on a déjà assimilées une fois ou deux et
puis qu'on comprend pas trop pourquoi elles prennent pas, on va dire. L'idée, c'est que dès qu'elles vont en pâture, on a une pâture qui est réservée donc à toutes les genisses qu'on remet à la reproduction à 15 mois et les colliers seront pour elles. Ouais. Et les colliers sont pour elles. Voilà. Ok. C'est quoi le critère de la mise à la reproduction pour vous? C'est le poids, l'âge? C'est l'âge. C'est l'âge. Ouais, c'est à l'âge. partir de 15 mois. À partir de 15 mois, on insémine. Donc attention accrue sur ces lots-là. Exactement. Et puis, dès qu'il y a l'expression des chaleurs, vous inséminez. On insémine, ouais. D'accord. Vous faites inséminer ou vous inséminez? Non, on fait inséminer. Vous faites inséminer. Ouais, on devait faire la formation, puis ça a été repoussé avec la DNC. D'accord, mais il y a la volonté de. Il y a la volonté pratiquer l'insémination. de pouvoir faire ça nous-mêmes. Ouais. Très bien. Et puis après, vu qu'on ne donne pas d'aliments, on minéralise via des seaux Ok. et surtout via des bolus. J'ai vu les seaux Vital Concept en arrivant dans le bâtiment. Et les bolus Vital Concept. Et les aussi. bolus Vital Concept. Puis en fait, les seaux. La minéralisation se fait par les seaux et les bolus. Oui, voilà. Uniquement, bah oui, parce qu'il n'y a pas d'aliments. Il n'y a pas d'aliments. Et en fait, les seaux nous servent un peu de doseur, de repère, dans le sens où quand elles en consomment énormément, on rebloque tout le monde, on remet des bolus. On veut déjà qu'elles aient toujours à lécher parce qu'on a un petit peu l'impression que ça limite le fait de se téter, ça les occupe. Mais par contre, dès qu'on voit qu'elles consomment énormément de minéral en seau, on remet des bolus. C'est le principe de l'autorégulation. Voilà. Et le niveau de consommation est un bon indicateur. Tout à fait. Ok. Donc chaque box a un seau de minéral, une pierre à sel à disposition. Ouais. Et puis on surveille ça pour que ce soit toujours. C'est en libre service, mais il faut que ce soit toujours plein, quoi. Très bien. Bon, bah écoute, bravo pour cette belle réalisation. Moi, maintenant, je suis intéressé de voir les petites, en fait. Eh ben, on y va. Hein, tu vas nous expliquer tout ça. Eh ben, tout à fait. Du vélage jusqu'à leur arrivée dans ce bâtiment. Pas de souci. On va aller voir ça. Donc là, on arrive dans la nursery. Voilà. Donc avec les cases individuelles. C'est ça. Comment vous êtes organisé à partir du vélage, en fait? À partir du vélage, on fait bien attention que la mère s'occupe comme il faut du veau, à savoir qu'il soit nettoyé, qu'il soit debout dans les 2 heures après vélage. Ouais. Et l'objectif, le top du top dans le monde parfait, c'est qu'il se lève, qu'il tète assez rapidement. S'il ne le fait pas, on y met tout de suite une patte de Vitacolos. Ok. Objectif, le dynamiser, le nourrir, Ok. et qu'il aille chercher le lait de sa mère qui soit assez autonome. Ok, pour qu'ils prennent le colostrum. Voilà. Le colostrum, ça se fait à la tétée. C'est ça, exactement. Par contre, si le vélage a été mauvais ou si on voit que le veau se lève pas, on traite, on y donne du colostrum directement. Ouais. Si possible au biberon, et s'il veut vraiment pas boire, des fois, quand ils sont restés un peu bloqués, ils ont un peu la langue de côté ou un peu, on les drench. Ok, et donc prenons l'hypothèse où ça se passe bien, donc il a pris sa tétée de C'est colostrum. ça. Il reste une journée complète, 24 heures avec sa mère. Une fois qu'elle part en salle de traite, lui, on le met donc en niche individuelle. Ok. Et puis ici, il reste ici 15 jours. Donc là, l'alimentation lactée. Uniquement lacté, au biberon classique. Pendant 7 jours, le lait de sa mère, et après, on l'habitue au lait en poudre qu'il aura au dalle. Objectif, il préparer sa transition. On les écorne à 10 jours. Et l'avantage de ce petit bâtiment ici, c'est que le maquignon ne rentre pas dans l'élevage des genisses, il vient chercher les animaux que ici. Ok. Donc tous les mâles, tous les croisés restent ici. Ils ne rentrent pas dans l'élevage des genisses. Et ça se passe bien, les 15 premiers jours? Oui, Globalement. ça va globalement bien. Les Montbéliards sont rustiques. Les Montbéliards sont rustiques. Ce qu'on craint le plus, c'est les petits virus parasites qui un peu passagers, on va dire. Ouais. On est plutôt satisfait des résultats qu'on a. Même l'hiver, quand il fait très froid, vous arrivez à maintenir cette ambiance? L'hiver, on baisse déjà les toits. C'est pour ça qu'ils sont là, les petits toits. Ok, oui, On en essaye de effet. leur garder la chaleur. Ils se rabattent sur les cases. Exactement. Et après, peut-être que dans les années à venir, il y a des futurs projets, ce sera de mettre la nurserie ailleurs, dans le même style de conception, mais par contre que le soleil puisse taper dedans beaucoup plus longtemps. Parce que le problème qu'on a, c'est que le soleil, quand il fait vraiment froid, arrive tard et repart très tôt. Ça n'a pas le temps de chauffer le bâtiment qui refait déjà froid. Très bien. Ok, donc là on arrive. Est-ce qu'on peut toujours dire qu'on est dans la nurserie? Oui, nous, en tout cas, on l'appelle comme ça, la nurserie. Ok, donc 1, 2, 3 cases. C'est ça, même fonctionnement qu'en bas, on les range par âge. Donc pour la première, c'est les veaux qui sont sortis des cases individuelles. C'est ça. On en voit deux petits là. Voilà, il y a 13 jours, le petit là-bas. Et donc dès 13 jours, éventuellement, vous les allotez. Exactement. Ok. Et ils passent donc à l'alimentation au dalle. Pour le premier groupe, Il n'y en a qu'une pour tout le monde, ouais. Là, c'est assez rare, il n'y en a que 4. Oui. Et le souci qu'on a actuellement, c'est qu'on monte des fois jusqu'à 25, voire plus. D'où l'idée de refaire une nurserie pour se donner de la souplesse et puis pouvoir mettre une deuxième station pour avoir plus de place. donc la station dalle, là je la vois uniquement pour cette case. C'est ça. Et bien, en fait, l'été, vu qu'on a beaucoup plus de place en bas, ils ont toute la place ici. Et par contre, là, ceux-là, c'est déjà des veaux sevrés. Ça y est, ils ont 3 mois et demi, ils sont déjà sevrés. D'accord. Vous êtes content du principe de la distribution lactée par dalle? Très content, ouais. Donc très vite, ils comprennent le principe des repas fractionnés. Ok. Donc de 15 jours à 1 mois, ils passent de 3 repas à 4 repas. Ok. Donc ils passent de 5 litres 5 quand ils arrivent au dalle à 10 litres. Ok. Donc on monte à 10 litres. Ils passent de 10 litres à 8 litres et demi. Donc à 2 mois et demi, ils ont encore 8 litres et demi de lait. Et de 2 mois et demi à 3 mois et demi, on les sème. Ah ouais, ça fait un sevrage quand même assez tardif. Oui, voilà, on fait un sevrage assez tardif, donc on a augmenté la phase lactée par rapport à avant. L'idée, c'était vraiment d'essayer de développer les veaux le maximum possible, et puis surtout de faire des veaux relativement lourds, toujours dans l'objectif qu'à 8 mois, ils aient plus d'aliments. Donc là, je vois aussi dans les seaux de la première case déjà quelques granulés Oui, donc que vous distribuez à partir de quel âge? directement quand ils arrivent ici, dans le petit
dans le petit box ici, il y a toujours du granulé. Donc on en met au seau là pour qu'ils apprennent le cornadi. On en met aussi là-bas parce que quand ils se sont fait écorner, souvent ils n'ont pas trop envie de remettre la tête dans les cornadis. D'accord. L'idée c'est de les attirer. Et puis après ici, donc ils passent sur à peu près entre 2,5 kg 3 kg d'aliments par jour. Donc 3 mois et demi, grosso modo 5 mois. Sachant que là on a un lot qui est assez homogène puisque on a eu beaucoup de vélages en même temps. Ceux-là ils ont quasiment tous le même âge. Ok. Et l'aliment ici? Le même, exactement le même que le premier veau. Ok. Et même le deuxième box a le même aliment. Avant on travaillait avec 2 aliments différents. Oui. Donc on travaillait avec une 17 de protéines puis une 27. Donc là, comme pour les vaches laitières, et je t'en voudrais pas puisque c'est pas des aliments qui viennent de chez Vital, Voilà, c'est mais pas- vous avez aussi eu l'obligation de respecter le cahier des charges du comté. L'aliment doit être certifié Montbéliards qualité. Donc Oui. ça veut dire que c'est un aliment qui est garanti sans OGM. C'est Oui. un aliment qui apparaît donc dans une liste officielle des produits qu'on a le droit de donner aux animaux pour la production de comté. Et donc, Payé, voilà. sécuré. Donc tous les 15 jours, on a un chantier qui est pas très long parce qu'en fait on vide la nurserie. Donc l'avantage, surtout l'été, ça empêche les mouches de se mettre en place. Ouais. Et puis l'hiver, on vide donc tous les 15 jours la nurserie et puis tous les 15 jours derrière la marche des vaches des génisses en air paillé. Ok. On cure aussi. L'aspect un peu mou, l'aspect un peu sale. Vous groupez Exactement. l'opération de fumier. Donc ici, la station qui te permet de piloter. C'est ça, donc le dalle. Le dalle. Uniquement les en poudre. Petit bonus de cette marque-là, c'est qu'on peut tirer nos biberons depuis le dalle. Ok. Donc toujours la même logique, c'est régularité, Faire des doses. faire toujours pareil, faire du bon lait, bonne quantité, bonne température, tout est toujours bien régulé avec le dalle. Donc c'est vrai que dès qu'on donne plus le lait de la mère, on tire les biberons au dalle et puis ça nous permet vraiment. On a vu la différence sur les veaux. Sur la donc, santé. Voilà, exactement. Et les croissances. Beaucoup plus régulier. Waouh, quelle belle découverte! Marion, c'était vraiment sympa. En fait, là, je me suis vraiment imprégné de toute l'originalité de ce modèle autour de la production de comté. Je comprends les différences. C'était vraiment très enrichissant. Puis j'espère en tous les cas que tous ceux qui vont voir cette belle vidéo vont aussi, comme moi, prendre du plaisir. Et puis, comme je le disais en introduction, c'est la première vidéo où en fait on aborde la notion de filière. Oui. Ce que je te propose maintenant, c'est que à la sortie du tank, il y a le laitier qui vient collecter. C'est ça. Et puis qui achemine le lait à la laiterie pour faire du bon comté. On y va? Eh ben on peut faire On est le même parti. chemin avec le camion. Merci. Bon, quand on a quitté la ferme, tu me disais, oh, le temps se met à la neige. Voilà, c'est un temps Mais de... écoute, combien de kilomètres entre la ferme et la 7 fruitière? kilomètres, voilà. Non, 7 kilomètres, tu as vu comment le temps a changé? On est monté un peu en Allez, altitude. dépêchons-nous d'aller à Voilà. l'intérieur au chaud pour rencontrer votre fromager. Bienvenue. Bonjour Julien, Bienvenue. merci pour votre accueil. Merci. On a Entrez. beaucoup entendu parler de vous ce matin avec notre visite chez le très bon producteur. Et en fait, il nous a vraiment donné envie de voir la suite en fait à cette belle production. Et il nous a dit, ben voilà, on va aller voir le fromager à la fruitière. Très bien, vous avez Donc, raison. merci, C'est bien. merci de nous accueillir. Donc cette fruitière, qui est en fait le nom de la coopérative des 13 adhérents, ou 13 sociétaires. Alors la fruitière des Crêtes du Haut-Doubs a été fondée en 2001. C'est la fusion de deux fruitières qui étaient Grand Comte des Bois et Fournay-Blanche-Roche. D'accord. Et donc deux fruitières qui étaient environ de 2 millions de litres de lait et qui ont fusionné pour faire un atelier plus fonctionnel et un nouvel atelier pour tous les adhérents. D'accord. Avant que tu nous expliques tout le parcours là du lait, j'ai juste une petite question de curiosité. Pourquoi la fruitière? Fruitière, en fait, ça vient du latin fructis, qui veut dire fructifier. Ouais. Donc la fruitière, c'est l'endroit où on fait fructifier le lait de chaque exploitation D'accord. autour de l'atelier. Donc, Juste une précision, Ouais. mais dès qu'il y a le système coopératif, c'est une fruitière. dans cette belle zone du comté, c'est combien de coopératives à peu près? Alors dans la zone du comté, on a environ à 150 coopératives. Dans le temps, il y avait presque une fruitière par village. Donc on a plaisir en fait à venir découvrir l'originalité de votre métier. Donc vous êtes le fromager de la fruitière. Oui. Avec vous, combien de personnes pour Alors bien- on bien- est 3 équivalents temps plein, donc 4 personnes. Il y a des filles qui sont qui travaillent à temps partiel et puis j'ai un second fromager. Ouais, puisque donc la fruitière est ouverte Toute l'année, ça veut dire qu'elle travaille tous les jours. Tous les jours, on fait tous des les jours. comtés. Oui, mais j'ai bien compris, parce qu'on collecte tous les jours chez Voilà, les c'est une sociétaires. caractéristique de l'AOP comté, c'est que le lait ne doit pas être âgé de plus de 24 heures Ok. après la première traite. Donc le lait est stocké dans le tank de l'exploitation à 12 degrés. Et pourquoi plutôt 12 et pas 3 ou 4 degrés comme Alors, c'était la norme? Voilà, donc tout simplement parce qu'on appelle ça du lait rafraîchi, c'est pour développer la flore et surtout pas bloquer l'âme du lait. Hein, D'accord. ça, Donc c'est- le lait arrive ici aussi à 12 degrés? Voilà, exactement. Il n'y a arrive- pas de système de refroidissement entre Ok. le producteur et la fromagerie. On reste à D'accord. 12. Donc le lait arrive le soir un peu tard. Donc vous réceptionnez ce lait. On réceptionne Et le quel est lait. le parcours de ce lait? Alors le lait arrive dans un tank à lait qui est extérieur. Et en fait, nous travaillons en lait entier. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'écrémage. Le lait, il est déversé en cuve, ici, brut, entier, cru, bien sûr. ouais. Petite spécificité ici à Grand Comte des Bois, c'est que le lait, on veut le réchauffer. Ça veut dire qu'à 12 degrés, on ne peut pas faire de fromage.
Oui. On va le réchauffer à 31, 32 degrés pour le faire maturer. Le maturer, ça veut dire qu'on va incorporer des levains dedans. Et comment on réchauffe ce lait? Alors ça, c'est intéressant. On réchauffe le lait grâce au petit lait de la veille. De la veille. Voilà, alors on parle de petit lait, alors tu n'as encore pas parlé de la fabrication. Le petit lait, qu'est-ce que c'est? Le petit lait, quand dans une fabrication fromagère, c'est l'eau du lait. La matière sèche, c'est le fromage. Oui. L'eau, c'est le petit lait. Donc, comme aujourd'hui, le petit lait de ce matin, il est stocké dans un tank extérieur chaud, à environ 50 degrés. Demain matin, il y a un petit échangeur qui se situe là, juste là, et on va échanger derrière des plaques en inox. Le petit lait va réchauffer le lait. Ça veut dire que là, tout est écrit. Le lait froid arrive et le petit lait chaud, en échange, va réchauffer le lait. Alors, qu'est-ce qu'on fait du petit lait? Le petit lait, il est refroidi, forcément, puisque les calories sont parties sur le lait. Oui. Le petit lait refroidi, il part directement à la porcherie. Il y a une porcherie qui est à 150 mètres. D'accord. Et on a un avec une catalysation sous terre et qui alimente directement les cochons. Tout le petit lait de la fruitière est valorisé en alimentation pour les porcs. On vend 0 petit lait en engraissement. Le lait se retrouve en agitation dans cette Le lait, on mature environ 1 heure. 1 heure. Voilà, on mature environ 1 heure, c'est du lait. Ensuite, la phase de coagulation. La coagulation, c'est le passage de l'état liquide à l'état solide. Oui. C'est propre à toutes les fabrications fromagères. Oui. Il y a un moment où on passe de l'état liquide à l'état solide. Une fois que ce processus est fait, il faut découper. Oui. Le découpage, c'est avec les outils qui sont là. Ça s'appelle des tranches cahiers. Et ces tranches cahiers vont découper tout ce qu'on appelle un coagulum, c'est un gros yaourt, où on va découper le coagulum pour arriver à des grains de blé. Il y a aussi, pendant ce temps-là, une acidification, on va passer du blanc au vert et au jaune. Ça veut dire qu'il y a une histoire de couleur. Et à la fin, on aura ce qu'on appelle un mélange caillé-sérum. Le petit lait et les grains de caillé qui sont le fromage. Donc ça, c'est un énorme volume, sachant que nous, en pâte pressée cuite, on va réchauffer tout ce volume de mélange caillé-sérum jusqu'à 56 degrés. Okay. Donc de 32 à 56. Il y en a encore pour une demi-heure environ. On veut que ce soit progressif. Donc là, on injecte de la vapeur dans la double paroi et on réchauffe cette grosse marmite. Le volume de cette cuve, c'est 5000 litres. Avec ça, on peut faire 12 comtés. C'est le maximum en AOP comté. D'accord. 12 meules. 12, exactement, 12 meules. On peut pas faire plus. D'accord. Donc là, on est vraiment sur un process 100% biologique. Exactement. Pour lequel on a la maîtrise et qui nous permet de faire un produit très vivant. Exactement. Dès cette phase-là. Dès cette phase-là, sans additifs, c'est du lait et des enzymes uniquement. Okay. Tout est naturel. Très bien. Donc une fois qu'on a réussi à former tous ces petits grains de blé, on les a chauffés. On brasse encore un petit peu parce que l'idée c'est quand même de faire sortir l'eau. C'est une pâte pressée cuite, ça veut dire qu'on veut pas que le fromage soit trop humide, c'est des fromages de garde. Okay. Donc on va faire sortir encore un peu l'eau du grain, on chauffe. Oui. Et une fois qu'on a fini toutes ces opérations. Et est-ce qu'il peut y avoir des variations complètement. Même des journées. Et même en fonction des journées. La météo, les orages. Après, ça peut aussi être les qualités de lait. Ça veut dire que on parle de vivant. Ça veut dire que les exploitants, ils peuvent avoir leurs humeurs, leur façon de faire, parfois leurs défauts. Ça peut arriver. Donc c'est très vivant. Et parfois, il y a des jours où ça va beaucoup mieux que d'autres et parfois, ça se travaille moins bien. Donc ça, c'est à nous de nous adapter. Donc il faut toujours être en réaction. Alors bien sûr, saison, l'alimentation, entre l'herbe fraîche mais et le même foie. de manière journalière. Il faut vraiment s'adapter. Et donc ensuite, ce lait, ce cahier. Alors ce cahier, il faut qu'on le soutire. On a un mélange caillé-sérum et nous, on récupère 10% du volume. Avec 100 litres de lait, on fait 10 kg de fromage. C'est un rendement de 10%. Donc voilà, donc nous, comment on fait pour récupérer uniquement 10% du volume? Eh ben, c'est assez simple. On va mettre le moule sous la coupelle. Le soutirage, on envoie le mélange caillé-sérum grâce à cette pompe à lobe, qui est capable de... Pompe à lobe. À lobe, c'est des gros lobes, parce que forcément, il y a quand même beaucoup de grains. Beaucoup de matière sèche. Voilà, exactement. Il faut quand même envoyer tout ça. Donc c'est un gros tube, c'est du sang, qui est capable de soutirer l'ensemble du volume dans les 12 coupelles. Donc les coupelles vont répartir de manière uniforme le mélange caillé-sérum dans les réhausses. Et comme on récupère notre volume, le mélange caillé-sérum, c'est du liquide qui va monter dans la réhausse. Grâce à ces grilles, le petit lait va couler par les grilles et par gravité, les grains vont descendre dans le moule. Donc nous, on aura notre fromage dans le moule, le petit lait au-dessus qui a coulé dans le bac. On a enlevé la réhausse, donc il nous reste fromage. Alors il nous reste une multitude de grains de caillé qui vont ne faire qu'un une fois le pressage effectué. Tous ces grains vont se Donc le pressage, souder. vous le faites où? Alors le pressage, il se fait sur ces presses-là. Donc ça va presser jusqu'à demain matin. Voilà. Donc on est sur une pression progressive? On est sur une pression fixe, pas progressive. Ça veut dire que directement dans la pression désirée. Directement dans la Dès pression le départ. Et donc on reste dans cette position de pas presser pendant... On presse pendant 20 heures. Ok. Sachant que ça, c'est l'AOP implique 6 heures de pressage. Mais au bout de 6 heures, il se passe plus grand-chose. Non. Si on continue de presser, c'est par commodité. Au bout de 20 heures? Alors au bout de 20 heures, donc on est le lendemain matin, on va démouler les fromages. Ensuite, le
fromage, on l'emmène en cave pour le pré-affinage. Pour le pré-affinage. Voilà, le pré-affinage. Donc, avant d'aller en cave de pré-affinage, je vais quand même vous reparler du petit lait, du devenir du petit lait. L'histoire du petit lait, tout à fait, parce que vous en produisez beaucoup. Et voilà, exactement, ça représente quand même 90% du volume de lait. Donc, Eh oui. c'est pas négligeable. Ok. C'est pas négligeable. Donc, notre petit lait, une fois qu'il est dans le bac, on va le filtrer avec cet outil-là. Donc, il va être filtré entièrement. Il n'y aura plus du tout de matière. C'est un filtre vibrant ou... Non, il est statique, c'est en trop plein. Ça veut dire que le petit lait arrive là Oui. et il passe là-dessus, sur ce tamis-là. Et là, il passe à travers ça. D'accord. Ouais, La ça- partie liquide La partie liquide tombe. tombe. Et ce qu'on appelle les fines, c'est beaucoup des fines. Alors, Oui. la fine, c'est des petits grains qui sont vraiment tout petits Ok. et qui sont passés à travers le moule, mais qui passeront pas à travers. Ok, très bien. Donc ça, c'est important. On le filtre. C'est pas forcément pour récupérer la matière première, puisque Non. c'est négligeable. C'est surtout parce qu'on veut l'écrémer après. Et une écrémeuse qui va extirper la matière grasse du petit lait, elle aime pas la matière solide. Il lui faut que du liquide. Et donc, cette part infime, elle représente quelle proportion? Alors, de manière journalière, ça représente environ 100-150 litres de crème. Ah, quand même. Donc c'est pas négligeable. Ensuite. Et bien cette crème, on va la récupérer dans des bassines, on va la maturer avec des ferments Oui. et on va faire du beurre. Et vous allez faire du beurre Du ici? beurre cru ici, exactement. Waouh. On va à la cave. Allez, on est parti. Et bien entrez dans cette cave. Entrez dans cette cave. Donc vous êtes dans la cave de pré-affinage. Il y a déjà des de odeurs. Grand Bois. Et même si les fromages sont pas vieux, hein, les plus vieux, c'est des 14, donc ils ont 10 jours. Alors, Ils sont vraiment pas vieux. donc, ça rentre dans la cave. Ensuite, c'est quoi Alors, l'objectif? l'objectif, déjà, le fromage, quand il est démoulé, il est mou, il n'est pas transportable. Donc ça veut dire que on est obligé. Oui. Donc là, c'est déjà un petit peu mieux, mais quand on le met là, le fromage, il faut qu'il refroidisse déjà. Ok. Il faut qu'il refroidisse. Et nous, ce qu'on va faire, on va commencer à élaborer le croûtage du fromage. Parce qu'un fromage, on ne va pas le mettre dans un camion direct et l'emmener chez l'affineur. Donc nous, on fait le premier travail de pré-affinage qui va durer 15 jours. Donc, c'est 3 une semaines. cave de De pré-affinage. pré-affinage, exactement. De toute façon, on ne peut pas faire moins d'une semaine. Ça veut dire que le fromage, il faut quand même qu'il est quand même refroidi. On ne peut pas le charger dans Et un qu'il camion. commence à croûter. Exactement. Donc il est fait ce qu'on appelle son emballage naturel. Naturellement, un produit laitier à l'air, il sèche un peu et l'emballage se fait. Donc là, nous, on l'aide avec du sel et de la morge. Donc la morge, c'est Oui. du sel, de l'eau et des bactéries lactiques. Voilà. Et on va frotter ça. Donc ces fromages-là, ils sont frottés, retournés 2 fois par semaine. Très bien. Donc, voilà. c'est un travail manuel. Vous les prenez sur la planche, Voilà, vous les retournez, vous les frottez, exactement. et ils restent à leur même Exactement. place. Exactement. Et ça pendant 15 jours environ. Ok, alors on voit en façade aussi un certain nombre d'inscriptions. Ça correspond à quoi? Alors, C'est- ça, c'est la traçabilité du fromage. Donc, un comté, il a forcément cette plaque verte. Sur cette plaque verte, il y a inscrit le pays, hein, France. Oui. Comté, ça, on y arrive. Oui. Le mois, là, c'est mars. Ok, Les départements, 25. très bien. Le code de la fromagerie, JF. Oui. Donc, ça, c'est notre code. Votre code. L'année, 26. Et puis après, c'est le numéro de la plaque. Voilà. C'est la fiche d'identité. Avec ça, on c'est sait le point de départ de où la il a été- traçabilité. où il a été fait, quand il a été fait. S'il n'a pas ça, c'est pas du comté. Vous remarquerez, Oui, voilà, c'est juste les fromages qui sont retournés. Ouais. Parce que là, si je le prends, je retourne. oui. Bah, Ça la va plaque, se elle retrouver de retourne côté. Voilà. Ok. En fait, c'est notre repère pour savoir ce qui est à frotter, ce qui est à retourner. Mais là, on est sur. Vous avez dit en poids? Ça représente Alors, quoi? nous, on a des moyennes de 38 kg. Au bout de 15 jours, 3 semaines, une fois que le pré-affinage a été réalisé, donc ça part ensuite chez un affineur. Voilà. Ok, donc vous avez plusieurs affineurs. On a 2 affineurs. Deux donc, affineurs. les fromageries Marcel Petite et puis les fromageries Vagne à Poligny. Donc voilà, donc on répartit le mois en 2 tout simplement. Oui. On leur partage l'approvisionnement en meules. Dans cette cave, il y a la capacité d'avoir 700 meules. On peut voir déjà un peu la fleur qui se fait. Vous voyez, il y a un peu de blanc qui se fait gentiment. Ouais, tout à fait. Si vous faites comme ça, on le voit. Donc ça, c'est des acariens. Mais pour effectuer ce travail de retournement C'est des acariens. tous les 2 Alors, jours, c'est physique. Oui, hein? oui, alors même un petit bonhomme comme moi, comme on dit, Oui. avec un peu de technique. Ah oui, c'est tout C'est seul. juste, ouais. Mais après, on porte. Ce qu'il faut, c'est pas le garder longtemps, quoi. Ok, C'est vraiment. Faut pas le porter longtemps. très bien, merci pour la démonstration. Eh bien écoute, merci pour toutes ces explications, c'est pour moi très clair. Ah, Marian, tu nous attendais. Je vous attendais. Eh bien écoute, ça a été encore un moment incroyable. Oui. Et puis j'ai compris encore un peu plus tous les efforts que vous faites en tant que producteur pour créer les conditions d'excellence autour de l'hygiène, de la propreté et livrer à cette fruitière un lait tip top parce que derrière, le jeu en vaut vraiment le détour. Merci encore Julien, mais ça donne envie d'en acheter tout de suite là. Ben, du lait Voilà. de qualité pour un fromager de qualité, pour un fromage de qualité. Voilà. Ouais, complètement. Donc merci aussi à toi, Eh ben, à votre Marian, service. À votre service. d'avoir accepté de nous consacrer tout ce temps, Oui.
Oui. nous avons mis en relation avec Julien, votre fromager. Merci et puis, à vous. je vous souhaite à tous une belle aventure, de la prospérité, et vous le méritez, parce que des initiatives comme celle-là, elles sont quand même assez rares, même si c'est usuel dans cette zone, dans cette petite zone de la France. Bravo, et continuez, vous êtes, je pense, dans la bonne voie pour régaler toujours plus de papilles. Merci. À bientôt Merci tous les beaucoup. deux. Au revoir. Au revoir.